au CAREP pour notre événement de ce soir qui porte donc sur la parution du numéro 64 de la revue Tumulte, avec pour sujet des déplacements forcés. C'est d'abord un grand honneur, Sonia, de vous retrouver ce soir, presque un an, jour pour jour, puisqu'on a présenté en novembre 2024, le numéro 63 de la revue du Tumulte, qu'on avait travaillé ensemble, donc le CAREP, avec Tumulte, avec pour titre le racisme anti-noir en Afrique du Nord. Et donc ce soir, avec un beau panel, donc on a avec nous Jean Tible, Rojda et Khalil. Donc Sonia, je vous passe la parole pour que vous les présentez peut-être rapidement et puis vous présentez également le contenu de la revue. Merci beaucoup Isabelle et merci de nous accueillir au Carep ce soir et merci à toutes celles et tous ceux qui sont ici. Le Carep est un des rares lieux où on puisse discuter et réfléchir très librement. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile dans ce pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a un an, nous nous sommes réunis autour du numéro que vous aviez coordonné, qui était un numéro vraiment important et, et vraiment magnifique, hein. Bon, alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu autour de ce numéro consacré au déplacement forcé. Le projet du numéro nous est venu, enfin, je dois d'abord excuser Aïssa Kadri qui est retenue par des impératifs familiaux à Alger, qui regrette infiniment de ne pas pouvoir être là, mais enfin bon, donc je vais essayer de le remplacer un tout petit peu. Donc à l'automne 2023, nous avons été confrontés brutalement à toutes ces images qui arrivaient de la bande de Gaza et qui montraient, enfin, ces habitants contraints d'abandonner leur lieu de vie et de fuir dans des conditions qui nous paraissaient déjà, quand on les voyait, très précaires, quelquefois avec leurs affaires sur des charrettes tirées par des ânes. Enfin, donc tout d'un coup, il y a eu ce choc des images et à partir de là, nous avons eu le projet justement de réfléchir à cette question des déplacements forcés. Alors, les médias présentaient ce qui se passait à Gaza comme quelque chose de tout à fait nouveau, comme un surgissement. Euh, nous avons voulu, au contraire, les inscrire dans une continuité, et d'abord une continuité qui est celle de l'histoire de la Palestine et de cette Nakba qui se poursuivait, qui se poursuit avec cette politique systématique depuis 1948 d'épuration ethnique ou de nettoyage ethnique et qui maintenant est devenu simplement, qui est devenu un génocide. Alors, le cas de la Palestine est un cas qu'on a appelé paradigmatique parce qu'il était extrême et qu'en plus, il se déroulait dans le présent, sous nos yeux, sous le regard des médias, ce qui a été quand même plus de très, très nouveau par rapport à tout ce qui a pu se passer d'épouvantable dans l'histoire. Mais alors nous avons voulu, enfin notre projet, et moi c'était surtout mon idée à moi, c'est justement de ne pas parler de Gaza, de ne pas nous focaliser sur l'événement parce que l'événement va toujours plus vite que ce qu'on croit, mais l'insérer dans un horizon beaucoup plus large de pratiques de déplacement forcé avec ce paradoxe à la fois que depuis le 8 mai 1945, hein, par une décision du tribunal de Nuremberg, les déplacements forcés sont catégorisés crimes de guerre et pourtant il y en a, il y en a, il y en a. Donc, c'était vraiment là, il y a quelque chose il y a déjà, il y a ce décrochage entre la norme juridique, le droit international et puis la réalité de ce qui se passe dans l'histoire des êtres humains.
Donc, les décisions, cette catégorisation à des déplacements forcés parmi les crimes contre l'humanité n'ont pas du tout éradiqué les déplacements forcés, mais ce que nous avons voulu, ce sur quoi nous avons voulu nous centrer, c'est sur la manière dont ces déplacements forcés étaient vécus, c'est-à-dire sur les expériences, c'est-à-dire montrer que derrière ces déplacements, on a des chiffres, hein. Il y a des quantités d'articles, etc., avec tout ce qui se passe dans le monde, à quel point c'est affreux, on a des chiffres, mais ce qui est important, enfin, ce qui nous a paru important, parce que Issa et moi, nous sommes sociologues, c'est de nous attacher au vécu. Comment sont vécus ces déplacements forcés? Donc, nous avons mis en sous-titre du numéro Histoire de vie et histoire de mort, parce que c'est de la mort, bien sûr, ce sont des histoires tragiques, mais à travers tout cela, il y a quelque chose qui se réinvente. Et c'est là-dessus aussi, c'est ça dont nous avons voulu parler. Il ne s'agit pas enfin, de donner de l'espoir. Aujourd'hui, je veux dire, avec ce qui se passe, c'est très même difficile, hein. Enfin, moi-même, j'ai beaucoup de mal à supporter la situation actuelle. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est toujours en voie de transformation. Et bon, alors pour revenir un instant à l'actualité, en même temps, la tragédie sans nom que vivent les Palestiniens, en même temps, a comme compensation, si on peut dire, une très grande visibilité de la Palestine et quelque chose qui donne à espérer que ça va peut-être pouvoir se réinventer autrement. Alors, notre projet aussi, c'était de rendre non seulement visibles ces processus invisibles, mais rendre visibles des actrices et des acteurs trop souvent invisibles dans ces tragédies historiques qui sont aussi des tragédies du quotidien. Et donc, nous avons aussi souhaiter qu'on rende visibles les femmes, comme le fait Rojda dans son article, et comme on le voit aussi dans l'article de la sociologue indienne Paula Banerjee à propos de Calcutta. Donc, les déplacements forcés, en fait, sont la face cachée du développement et de la modernisation. Là, ça c'est très clairement, et surtout alors, à un niveau du quotidien, hein, dans les grandes villes du Sud global, il y a l'article de Mustapha Diop à propos des déguerpissements dans la ville de Conakry. Donc, j'ai déjà parlé de cet article sur les travailleuses domestiques, hein, à Calcutta. Donc il y a quelque chose de l'ordinaire qui fait que on pourrait croire que déplacer des gens comme ça et les mettre en danger de mort et leur enlever leur lieu de vie c'est presque c'est devenu on peut presque s'y accoutumer puisque ça se passe dans la vie ordinaire. Voilà. Alors il y a simplement, je vais reprendre juste le sommaire du numéro. Je ne vais pas parler trop longtemps. Donc, nous avons divisé ce numéro en quatre grandes parties. Une partie, c'est chasser pour chasser avec l'article de Jean Tible et puis celui de Rochda Alaz. Ensuite, quatre textes consacrés à la Palestine et puis deux textes sur ces guerres qu'on dit civiles, donc un texte d'Alex Robin qui est présent ici, qui a beaucoup travaillé sur le Rwanda avec les Rwandais, des Rwandais, et puis d'un texte de Selim Chena, qui ne peut pas être là et qui a écrit sur les années noires en Algérie. Et puis la dernière partie, je l'ai intitulée Dans la jungle des villes, en prenant le titre d'une pièce célèbre de Brecht, parce qu'effectivement, les villes sont des jungles et sont des jungles et les plus faibles sont sacrifiés. Voilà, donc je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Euh, Enfin, je voudrais simplement
Donc, je voudrais simplement attirer, enfin, il y a un texte, il y a plusieurs textes sur la Palestine. Enfin, m- mon projet, moi, c'était surtout de parler de ce qui est de mettre en évidence le moins connu, le moins visible. Et il y a un texte, moi, que j'ai trouvé, enfin, j'ai découvert par hasard en lisant le journal Plus 972 et que j'ai voulu absolument traduire et que j'ai été autorisée à le traduire. C'est un texte du journaliste Edo Conrad, mais qui en fait reprend une thèse d'un chercheur, d'un jeune chercheur israélien sur la complicité, la participation des universitaires israéliens à la politique de déplacement forcé des Palestiniens, c'est-à-dire ces études qu'ils ont menées officiellement pour trouver les bons moyens de faire partir les Palestiniens en 1967. Et moi, enfin, ce qui m'a particulièrement choqué, c'était que c'était les grands noms de la science, et en particulier des sciences sociales en Israël à l'époque. Et à la tête de ce comité des professeurs, il y avait Shmuel Eisenstadt, qui est vraiment une sommité pour les sociologues, qui est le spécialiste de la théorie de la modernisation. Et il a mis à l'épreuve sa théorie de la modernisation pour comprendre pourquoi les Palestiniens ne voulaient pas partir. Donc, je veux dire, ça c'est aujourd'hui où il y a tellement de débats autour de la prétendue neutralité de la science, cette complicité des grands noms de la science en Israël en 1967, ça m'a paru vraiment très, très intéressant. Enfin, donc, j'ai vraiment voulu traduire. Voilà, je m'arrête là. Euh, alors, nous avons ici quatre auteurs. Donc, je vais leur donner la parole successivement. L'idée, c'est que c'est que chacune et puis chacun présentera son article ou dira ce qu'il a à dire en une dizaine de minutes. Et puis ensuite, ben, on échangera. Je pense qu'ils seront très, très heureux de répondre à vos questions. Donc voilà, Ali, je vais te donner la parole à toi d'abord, hein. Tu es docteur, enfin je me suis désolée, je te les tutoie parce que c'est des amis, qui est docteur en droit et qui travaille justement qui a travaillé sur la question, qui a fait un superbe article sur la question des prisons. C'est là, voilà, les prisons, c'est un invisible du déplacement forcé en Palestine. Et donc, Ali, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sonia, à toi et à Aïssa de m'avoir fait confiance, de contribuer à ce numéro. Je tiens également à remercier le CAREP de nous avoir accueillis pour la présentation de ce numéro. Alors, mon article s'inscrit directement dans la ligne de ce numéro qui cherche à questionner l'actualité en l'inscrivant dans le temps long, celui le temps de la colonisation de la Palestine qui n'a pas commencé avec la colonisation sioniste et israélienne en 1948, bien avant. La colonisation de la Palestine elle a commencé avec l'instauration de mandats britanniques sur la Palestine. Et si on trouve une idée directrice qui traverse les différents projets politiques et les différentes pratiques d'oppression à la fois sous le mandat britannique, mais plus tard sous le contrôle de l'État d'Israël, c'est l'idée de déplacer la population palestinienne. L'idée que cette population-là, qu'on a appelée les Arabes, les non-juifs, les autres, les parias, tout, tout ce qui renvoie à la figure de l'autre, ne doivent pas être là. Elles doivent être déplacées quelque part. Et pour pouvoir parvenir à ce résultat, il y a une longue histoire qui a commencé notamment par une classification et une hiérarchisation de la population, qui a commencé avec les Britanniques déjà.
Ce sont les Britanniques qui ont divisé la population de la Palestine historique en juifs et non-juifs. La population juive a été considérée comme la continuation, en Palestine bien évidemment, comme la continuation de la civilisation européenne, et la population arabe, elle était considérée comme une population autre qu'on peut opprimer et qu'on peut déplacer, comme c'est le cas d'ailleurs en Amérique du Sud et au Brésil, comme c'est le cas dans d'autres contextes coloniaux. Donc l'idée, c'est une classification et une hiérarchisation de la population qui a permis ensuite une déshumanisation de la population palestinienne et qui a permis tout au long de l'histoire de la Palestine, sous colonisation britannique, mais aussi sous colonisation israélienne, de pratiquer un ensemble de traitements et de pratiques opprimantes à l'encontre de cette population. Alors, la question se pose, quand on pense à la question de déplacement de la Palestine, on pense ce qui s'était passé en 48, en 67, ou ce qui se passe actuellement et aujourd'hui même dans la ville de Gaza, où il y a pratiquement 300 000 Palestiniens qui ont été expulsés par la force au nom d'un prétendu offensive contre le Hamas. Et il s'agit de déplacer cette population pour n'importe quel motif. Donc il y a des phases où il y a une phase d'intensification de la violence, comme c'est le cas en effet pendant 48-67, ce qui est le cas actuellement au cours de ce génocide, où il y a un ensemble de crimes de masse sont commis. Mais il y a une autre phase de banalisation de la violence où ce déplacement de la population est moins direct et moins visible. Donc dans mon article, je cherche justement à saisir cette dynamique d'intensification et de banalisation de la violence qui passe parfois à travers des pratiques, disons, froides, administratives, qui rendent la vie des Palestiniens inhumaine et qui créent des conditions de vie avilissantes pour les obliger à quitter ce territoire. J'étais content de voir que Omar Shafer Raviv, le chercheur israélien qui a travaillé sur l'archive de l'armée israélienne, et j'ai lu certains de ses articles, qui montrent qu'il y a un comité de professeurs, des professeurs dont tu as évoqué tout à l'heure, Sonia. Ce comité, en fait, l'essence même de son travail, c'était de comment on fait partir la population palestinienne. Et la question qui se pose à la fois donc l'expulsion directe, mais la question de la légitimité de l'État d'Israël du point de vue de l'opinion publique occidentale. Donc cette question n'est pas une question qui est prise à la légère par les dirigeants israéliens et s'intéresse beaucoup à l'image d'Israël dans la représentation occidentale, dans le média, etc. Donc la question, c'est comment on peut rendre avilissante la vie de cette population pour les obliger à sortir, à partir par eux-mêmes, ce qui est une forme de nettoyage ethnique qui passe par cette phase de banalisation sans assumer la responsabilité qui en résulte. Donc là, je suis en train de travailler sur l'histoire des pratiques militaires ou civiles israéliennes dans le territoire occupé, et je me rends compte que l'ensemble des aspects de vie des Palestiniens passent par ce projet de nettoyage ethnique. Et donc, si on prend un exemple très simple, les universités, par exemple, quand on fait les universités entre 72, la date de la création de la première université palestinienne, qui est l'université Birzeit, et 93, ont été gérés directement par les gouvernants militaires israéliens dans chaque ville. Donc, le gouvernement militaire israélien à Bethléem, il gérait directement, il envoyait des lettres, il a eu des correspondances assez régulières avec le président de l'université de Bethléem, et de même pour l'université de Birzeit, et de même pour d'autres universités. Donc il y a une gestion militaire directe des universités, et on peut se poser la question, mais pourquoi le gouvernement militaire israélien crée des universités en Cisjordanie? La question se pose. Donc d'un côté, il y a cette image libérale de l'État d'Israël qui permet aux Palestiniens de faire des études, mais finalement, cette élite qui a accès à l'éducation ne peut pas travailler dans le territoire occupé. Je reviens sur les prisons. Donc, elle était obligée de partir dans le pays de Golfe pour justement travailler là-bas, et ce qui est considéré comme une forme d'expulsion indirecte de cette population. Donc, pour revenir sur la prison, la question de la prison, je l'ai posée de
comment on peut penser l'impensable. Donc, on est face à des crimes de masse et face à des crimes d'État, donc qui soient des crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide qui sont commis depuis 2 ans à Gaza. Et j'ai cherché à comprendre de comment on peut penser ça de façon à l'inscrire dans la continuité de l'histoire coloniale de la Palestine. Donc j'ai cherché des paroles. Donc pour saisir cette question, j'ai cherché la parole et les récits de ceux qui ont vécu cette oppression. Et j'ai trouvé dans les récits des prisonniers palestiniens un trésor qui raconte ces histoires d'oppression, comment ils l'ont vécu donc dans leur affrontement direct avec les gardiens de prison et leurs bourreaux. Et donc, cette dynamique de banalisation et d'intensification de la violence à l'encontre des prisonniers, on le trouve quotidiennement, et qui passe par des phases de torture, de traitement inhumain et dégradant, et qui passe parfois par une amélioration des conditions de vie et parfois, mais on améliore les conditions de vie, mais sans oublier qu'il y a toujours un discours qui cherche à désespérer les prisonniers en leur montrant l'inutilité de leur lutte et qui cherche parfois à monter, donc à diviser la population, à faire monter le village, comme vous l'avez dit, à diviser les prisonniers en fonction de leur lieu d'habitation et à créer toujours de discorde et des conflits entre eux. Donc ces phases de banalisation et d'intensification, on les trouve dans la prison. Et ce qui est frappant dans la question de prison, c'est que ces phases de banalisation et d'intensification sont également le reflet des pratiques à l'extérieur de murs de prison. À chaque fois, il y a une intensification de violence à l'intérieur du mur de prison. On le trouve également à l'extérieur, donc à l'encontre de l'ensemble de la population. Pendant la première intifada ou pendant la deuxième intifada ou pendant les crimes actuels, le génocide en cours dans la bande de Gaza, il y a ces mêmes phases d'intensification. Et donc, les paroles de prisonniers m'ont aidé à comprendre comment les prisonniers qui ont vécu donc, qui expriment à la fois leur expérience individuelle, mais aussi un héritage, une expérience collective de l'ensemble des prisonniers palestiniens qui l'ont vécu, et qui est également l'expérience de la population à l'extérieur de murs de prison, d'où le titre de mon article, la détention des Palestiniens comme instrument et reflet de nettoyage ethnique. Donc je termine sur ce titre-là. Je vais maintenant donner la parole à Rojdal. Alors, on change de situation. On va passer à la question kurde. Et bon, le titre de l'article de Rojda, c'est Arracher à leur village les expériences invisibles des villageois kurdes déplacés en Turquie. Donc, c'est rendre visibles des expériences visibles. Merci Sonia, merci à tout le monde d'être ici déjà. Je pense que c'est très bien en fait d'avoir ce genre d'occasion d'échanger sur l'article qu'on a écrit et d'avoir même des feedbacks en fait, tout ce que vous nous échangez en fait, vous nous donnez des idées. Je pense que ça va faire avancer aussi en fait pour les prochains articles et des revues et tout. Donc ce sera très utile en fait l'échange après ces présentations. Donc, en fait, je suis sociologue à la base. Je travaille beaucoup sur les questions de genre au Moyen-Orient. Et mon article intitulé Arracher à leur village, en fait, explique et raconte la vie des villageois kurdes, surtout des femmes, et les expériences invisibles de ces villageois. D'abord, leur vie avant le déplacement forcé, donc c'est-à-dire la vie en village, comment ça se passait pendant le conflit entre l'armée turque et le PKK, donc les mouvements de guérilleros. Et après le déplacement forcé, tout à fait invisible pendant les années 80. Et ensuite, leur apparition, en fait, d'un coup, d'être en ville et d'être dans un espace urbain. Et bah, les questions, c'était plutôt, en fait, comment, avec autant d'une raison culturelle, mais je vais vous expliquer comment c'est passé, en fait, un peu dans les cartes historiques, les déplacements forcés. Mais les questions essentielles, c'était comment, avec cette mémoire collective,
se reconstituer malgré cette érosion euh, et des conflits, tout ce qu'ils vivaient en fait, tout ce qu'ils ont expérimenté lors de déplacements forcés. Donc, essayer de comprendre en fait comment elle arrivait en fait surmonter et elle arrivait en fait transmettre en fait leur expérience, leur mémoire, même leur mémoire liée en fait à leur vie de village. Donc, moi, j'ai fait de terrain de recherche pendant 3 ans dans la région kurde en Turquie. Donc, quand je vous dis la région kurde, je vous parle de l'Est et Sud-Est de la Turquie. Donc, j'ai allé plusieurs villes kurdes, majoritairement kurdes, et je me suis arrêtée en fait à l'Est de la Turquie, frontière iranienne, la ville qui s'appelle Van. Donc, j'ai commencé en fait à travailler dans des ateliers des tapis. J'ai vraiment travaillé, hein. Donc, j'ai fait des tapis. Ça, je vous dis parce que je suis un peu fière quand même. À partir des ateliers des tapis, j'ai commencé en fait euh, voir, expérimenter pas mal de choses en fait dans la vie des femmes déplacées, des villageois déplacés. Et les ateliers de tapis, en fait, c'était un lieu assez intéressant parce que il se trouvait que dans les quartiers de déplacés forcés. Ça, c'est pas très étonnant, hein, parce qu'on a besoin des main-d'œuvre, en fait, et on a besoin des jeunes mains pour faire des tapis à envoyer après à Istanbul ou à l'étranger, en fait, voilà. Euh, et quand j'ai commencé en fait vivre cette expérience avec ces jeunes filles, donc elles avaient de 14 ans jusqu'à 20 ans, et j'ai commencé en fait entrer aussi un peu dans leur vie de famille. Donc j'ai commencé régulièrement à aller dans les quartiers, partager des moments avec elles, avec leur famille et aussi aller dans certains centres culturels, centres de santé pour voir comment ça se passe aussi avec certaines institutions dans ces quartiers. Donc, il y avait des choses vraiment très étonnantes. Bah, je parle beaucoup dans ma thèse, mais dans mon article, je mentionne moins. Donc, il y a certains sujets, je mentionne moins dans mon article, mais dans ma thèse, qui est 300 pages, donc parle beaucoup de ces institutions aussi. Maintenant, je vais quand même m'expliquer un peu qu'est-ce que moi j'ai raconté dans cet article. Quand j'ai commencé en fait témoigner un peu ces expériences des femmes, j'ai commencé aussi en fait comprendre un peu les dynamiques de déplacement forcé. Donc, c'est-à-dire donc, les années 80-90, on sait que c'est les conflits entre l'armée turque et les PKK, donc les guérilleros, surtout dans les villages, dans les zones rurales. Et en 1987, l'État trouve la nécessité, en fait, de créer une sorte de régime d'exception. En turc, ça passe OHAL. C'est un régime d'exception qui est conduit, en fait, par les décrets des lois. Donc, c'est-à-dire, c'est les décisions gouvernementales, en fait, chaque 6 mois, qui permet, en fait, mettre en place ce régime. Et ça durait pendant 15 ans. Donc, c'était pas juste pour 6 mois. Ils ont commencé juste pour 6 mois, mais après, ils ont vu qu'ils ont besoin, en fait, encore et encore d'établir, en fait, ce régime. Et aussi, en fait, je pense qu'à la demande militaire aussi, en fait, il y avait beaucoup de demandes militaires, en fait, qui disaient qu'on a besoin encore du temps, en fait, pour voir comment terminer ce conflit. Donc, laissez-nous un peu de temps. Donc, ça durait 15 ans. Et pendant ces 15 ans, en fait, le régime d'exception a créé petit à petit aussi ces institutions. Donc, ces institutions étaient plus en fait dans la ville. Et quand les militaires, ils ont commencé en fait forcer les villageois de devenir gardiens de village, donc c'est-à-dire de devenir milice et prendre les armes, donc les agriculteurs en fait, hein, donc à qui on demande en fait de prendre les armes, il y avait certains villageois où le village complet disait non, on ne prend pas des armes. On ne veut pas prendre, on ne sait pas comment on peut. Voilà, on ne veut pas devenir cible du mouvement kurde et on ne veut pas non plus en fait utiliser les armes, mais on veut rester en fait chez nous. À ce moment-là, en fait, des années 90, donc
ça a commencé en fait après le régime d'exception, donc le OHAL, mais ça s'est endurci en fait pendant les années 90. Donc, ces années-là, c'était très brutal. Donc, les villageois étaient chassés, mais avant ça, ils ont vu brûler leurs maisons, donc brûler les animaux. Donc, j'ai des témoins en fait aussi dans l'article que j'ai mis, j'ai cité en fait ces exemples. Et donc, bah, il y a eu plein de violences qu'on peut imaginer, bah, de tortures, donc d'arrestations, des morts. Et après, les villageois, du jour au lendemain, ils avaient dans l'obligation de partir en fait quelque part. On ne sait pas où, on ne le dit pas en fait où ils peuvent partir, et il n'y a aucun démarche administrative, vous voyez, donc des choses qu'on peut imaginer, hein. Donc, c'est-à-dire, si on veut pas, on veut plus que les villageois restent ici, donc c'est un État en fait, et reconnaît déjà en fait tout ce qui se passe, et s'il y a des conflits, on peut prévoir en fait de déplacer des villageois, mais en mettant en fait justement, en fait, en essayant en fait de convaincre les villageois en disant, mais écoutez, si vous voulez pas être témoin de ce conflit, on, on peut vous guider. Il n'y a même pas de ça en fait, il n'y a rien. Bah, les villageois, ils ont parti en fait du jour au lendemain. Les gens que j'ai interviewés en fait, c'était des jeunes qui avaient vécu ça quand ils étaient enfants, ou plutôt elles étaient enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ils se sont trouvés en fait dans des villes. Donc, c'est-à-dire des gens qui arrivent, des villageois qui arrivent invisibles, on ne sait pas où ils vont s'installer, c'est à eux de choisir, totale liberté, soi-disant, et ils créent en fait des quartiers dans des zones à proximité de la ville, mais il n'y a ni électricité, ni eau potable, il n'y a rien. Donc, il y en a certains même en fait qui partent jusqu'à Istanbul, jusqu'à Ankara. Ils disent même pas qu'ils ont des déplacés. Ils peuvent pas dire. S'ils disent, ils seront ciblés. Et déjà dans la politique, en fait, tout ce qui s'est passé en fait à ce moment-là en Turquie, euh, on est invisible, mais il faut qu'on reste invisible parce que sinon on sera en fait encore chassé et doit partir encore ailleurs. Donc, dans ces logiques, c'est assez compréhensible que les villageois cachaient qu'ils étaient déplacés. Dans mon cas, en fait, tout ce que je faisais lors de recherches que je faisais dans les ateliers des tapis, bah, il y en a certaines filles qui cachaient aussi qu'ils étaient les deuxièmes générations des déplacés. Donc, il y avait en fait aussi à un moment donné des non-dits, des silences. Mais c'est petit à petit, en avoir confiance en fait à la personne qui vous questionne. Bah, à un moment donné, vous vous faites confiance et vous commencez en fait à raconter tout ce que vous avez vu, tout ce que vos parents ont eu témoin, ont été témoins. Euh, et donc, à ce moment-là, en fait, moi, euh, j'ai fait un peu de recherche, bien entendu, sur l'exception, sur ce régime d'exception. Pourquoi l'État voulait en fait un- mettre en place un régime d'exception? Et quand je voyais que quand vous voyez dans l'histoire de la République turque, c'est pas très étonnant. Donc, c'est-à-dire, il y a eu encore des régimes euh, dès le 1923, de la création de la République turque, pour homogénéiser en fait la population turque, on essayait de civiliser, entre guillemets, moderniser les non-turcs. Donc, si vous restez dans les villages, bah, c'est difficile que l'État arrive, en fait, les anciens arrivent jusqu'au bout. Donc, il faut que vous venez jusqu'à eux. Et on vous modernise, on vous civilise. Donc, c'est-à-dire, le régime d'exception qu'ils ont mis en place pendant 15 ans, ce n'était pas une exception, c'était dans leur système établi depuis les républiques turques. Et les déplacements forcés n'étaient pas non plus une exception parce qu'il y a eu encore déjà longtemps, jusqu'en 1960, des
des chefs de tribu assez connus, reconnus par les populations, et aussi des religieux ou des gens qui s'étaient engagés dans la politique étaient envoyés très loin, donc loin de la région kurde, loin de l'est et sud-est du pays. Et l'idée, c'était, si on coupe la tête, ah, peut-être le corps ne va pas vivre. Donc, la tête, c'était les chefs de village, ou les religieux, ou les personnes engagées dans la politique, et le corps, c'était les villageois. Mais ça n'a pas marché comme ça. Donc, c'est pourquoi, en fait, des années 90, on arrive dans un déplacement massif. Donc, on parle de combien de nombre de déplacés? Euh, il n'y a pas des chiffres. En fait, à un moment donné, des années 90, quand ça devient invisible, cette population, ils n'ont pas été calculés, pas des statistiques. C'est 2005, 2006, excusez-moi, 2006, qu'on a eu en fait quelques chiffres. Donc, on parle de 950 000, entre 950 000 et 1,2 million de villageois qui ont été déplacés. Les ONG, ils ont refusé ce chiffre. Et il y a même, en fait, vous voyez, des discussions en fait, sur les chiffres. Et on parle de 2,3 millions de déplacés partout en Turquie. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, bah, on garde 2,3, mais il y en a Amnesty International, à un moment donné, ils ont publié aussi un rapport. Eux, ils parlent de 3,5 millions. Donc, mais les chiffres disent des choses, mais pour moi, en fait, c'est les vécus qui disent des choses, hein. Donc, c'est les vécus, les paroles, en fait, qui parlent, qui expriment, en fait, comment on vit et comment on est survécu cette injustice. Donc, moi, quand j'étais à Vannes, avant, j'étais dans d'autres villes. J'espère que j'ai pas dépassé du temps. Ça va aller? D'accord. Parce que quand on parle, hein. Il faut que quelqu'un nous arrête. Donc, en fait, quand je suis arrivée en fait à Vannes, j'étais pas sûre d'être en fait là-bas, faire de recherches là-bas, parce que je connaissais la ville, mais j'avais déjà vécu dans d'autres villes beaucoup plus vastes, si vous voulez, en termes de population. Après, je trouvais très intéressant cette ville parce que cette ville était déjà en fait dépeuplée, surtout de sa population arménienne, et repeuplée, pas par les Kurdes, mais par les Azéris au début de la République turque. Et aussi après, des années 1960, on amène en fait des Bulgares et on amène aussi on amène en fait des Bulgares. Moi, j'ai rencontré aussi des Laz là-bas, donc des différentes ethnies en fait. Donc, c'est-à-dire, la ville de Van était une ville ottomane multiethnique, multiculturelle, multireligieuse, on peut dire aussi, hein. Et on a commencé en fait homogénéiser et turquifier en fait cette ville. Donc, des années 90, c'est un peu, oui, ça a un peu changé en fait les dynamiques sociétales de la ville, en fait, parce que les Kurdes, les villageois sont arrivés, pas forcément, ils ont maintenant mais majoritaire, ils étaient toujours majoritaires, les Kurdes, mais voilà, on essayait de repeupler cette ville, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut que j'arrive, je dépasse en fait certaines choses, mais juste un point, je pense que c'est important parce que quand on parle d'architecture, en fait, l'urbanisme, parce que j'ai écrit aussi dans l'article, dans les villes modernes turques ou dans les villes de la République turque, il faut que ce soit en fait un modèle. Donc, c'est pourquoi en fait il y avait aussi une politique de l'État qui essayait de moderniser et entre guillemets, comment je peux dire ça, ou urbaniser, mais dans le sens de turquifier en fait les villes. Donc,
Comment ça se passait en fait? Alors, on arrive en fait dans une ville, on est repeuplé avec d'autres populations, donc il y a les villageois qui arrivent et ils se trouvent en fait dans ces quartiers. Ils n'ont aucun lien avec leur village, ils ne peuvent pas retourner leur village. Et comment ils arrivent en fait à survivre? Et comment ils arrivent en fait à remémoriser en fait, ces moments-là, euh, et ces déplacements forcés en fait. Donc, euh, oui, je vais juste essayer de voir en fait parce que donc tout ce que je faisais en fait comme recherche m'ont montré que chaque génération a sa façon de raconter les départs sans retour. Donc, c'est-à-dire le jeune qui comprenait pas vraiment ce qui s'est passé à l'époque parce qu'ils étaient vraiment jeunes, hein, même bébés, euh, expriment aujourd'hui de l'empathie pour leurs parents et l'ancien de leur village. Et reprend souvent ce récit comme si qu'ils étaient les siens. Donc, c'est-à-dire, vous faites un entretien avec un jeune, vous savez qu'une jeune, vous savez qu'elle n'avait même pas 1 an, 2 ans en arrivant en fait à la ville, mais elle vous raconte en fait les déplacements forcés. Donc, c'est-à-dire qu'elle apprenait déjà en fait ça à la maison par les récits de sa mère, sûrement, et elle vous raconte, elle vous transmet en fait les récits de sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les plus âgés? Donc, il y a un vrai sentiment de perte, en fait, pour les plus âgés. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont vécu, ou plutôt elles, en fait, elles ont vécu dans les villages. Elles ont eu, en fait, des enfants là-bas. Elles ont se marié, avoir des enfants, peut-être même pensé d'être enterrées là-bas. Donc, elles ont laissé leur cimetière, en fait, euh, dans leur village, mais elles savent qu'il n'y a pas de retour. Donc, tout est perdu. Et pour les femmes, et c'est particulièrement pour les femmes, je pense que c'était le plus néfaste, en fait, des déplacements forcés. Donc, pourquoi? Parce que elles passaient une grande partie de leur temps, en fait, dans les villages et ce lien a été brisé d'un coup. Donc, une rupture totale. Mais ce que j'ai vu aussi, en fait, c'est vrai que c'était, en fait, très néfaste, mais j'ai vu aussi que c'est elle, en fait, qui racontait. C'est elle, en fait, qui voulait transmettre. C'est elle aussi, en fait, et qui nous faisait imaginer, en fait, comment ça se passait dans les villages. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai arrivé, en fait, à un moment donné, j'ai arrivé, en fait, différencier ces récits-là. Et je disais que c'est les femmes, en fait, qui me racontent, en fait, qui me fait rêver et qui me fait imaginer comment ça se passait, en fait, dans la vie en fait, dans les vies de village, en fait, pour eux, comment ça se passait, en fait, leur vie dans les villages. Donc, moi, tout ce que j'ai vécu avec elle, tout ce que j'ai fait, en fait, comme recherche, je suis arrivée à un point, je vais terminer, Sonia. Donc, il faut rappeler que pendant tout ce temps-là, l'État n'a pas pris aucune mesure pour réparer cet arrachement identitaire. Donc, alors, chez les déplacés et leurs enfants, la non-reconnaissance de ces expériences douloureuses se traduit soit par le désir de combattre l'injustice, parce qu'il y a une injustice pour elles, soit par une mélancolie profonde, il y a une mélancolie qui vous sentez également, et soit encore par le rejet de ces faits violents. Il y en a certains qui ne veulent pas parler, qui disent même pas qu'elles ont vécu quelque chose, même les plus âgés. Donc, ces sentiments se transmettent, se transforment et se réinterprètent sans cesse. Tant que ce sentiment d'injustice et de non-reconnaissance est ignoré par les responsables, en l'occurrence l'État, la mélancolie, la colère et le rejet de ces événements trouvent un sens dans l'espace social et politique kurde et dans les mémoires collectives kurdes. Donc, il y a une érosion bien plus profonde que matérielle et économique, une érosion en termes de droits et de société, qui s'installe peu à peu dans la société en Turquie, pas seulement chez les Kurdes, hein. Et ignorer cette réalité, refuser d'assumer ses responsabilités, c'est créer des blessures, des traumatismes transgénérationnels dans les systèmes judiciaires et les institutions elles-mêmes. Même si vous dites non, ça n'existe pas, il n'y a rien à se passer, bah, excusez-moi, ça reste
Ça reste dans votre système et à un moment donné, il y aura des répercussions. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Jean Tible, qui lui vient d'un autre lieu du monde, bon, euh, c'est-à-dire du Brésil, puisqu'il est professeur à l'Université de São Paulo. Mais voilà. Mais il s'occupe du comité Palestine. Et il y a peut-être un lien entre la situation des Indios et celle des Palestiniens. Je te laisse la parole, Jean. Merci Sonia. C'est un plaisir d'être avec vous et d'avoir un texte dans cette revue qui a un si beau nom, Tumulte. Parce que d'une certaine façon, ces 20 dernières années, j'ai, j'ai voulu travailler dans le sens de penser avec le mouvement. Non. Donc, par exemple, là, en ce moment, il y a le Népal, Bangladesh, il n'y a pas très longtemps, l'Indonésie aussi en ce moment, Birmanie, Myanmar. Palestine, bien sûr, mais de partout. C'est penser avec ça, c'est d'être, mais aussi dans ce amérindien et plus large au Brésil, de penser aussi avec ce long tumulte ou ces longs tumultes qui viennent des résistances ou des réexistences, qui pourrait être une traduction pour Sumud, par exemple. Et et ce temps long qui existe depuis les premiers déplacements forcés, quoi. Le Brésil est et cette base, c'est la base première, non? Qui a même été divisée avant que les Européens arrivent formellement, non? Par des bulles papales et tout ça. Et ces déplacements forcés continuent encore, puisque au Brésil, on a encore un certain nombre de peuples dits isolés, dont la politique même de l'État, qui est une conquête à cause des luttes, tout ça, et de justement respecter le choix de ces peuples de rester isolés. Ça veut dire de rester, de ne pas avoir de contact ni avec ce qu'on pourrait appeler les Blancs ou la société nationale ou l'État brésilien, mais aussi avec les autres peuples indigènes qui, eux, ont des contacts. Non? Parfois, il y a une personne, parfois il y en a deux, et parfois il y en a plus. Non, mais c'est justement et qui dépassent les frontières. Par exemple, il y a des groupes qui viennent, des peuples qui viennent du Pérou et où la situation est encore peut-être plus délicate, qui viennent au Brésil. Et donc, c'est une situation qui a 5 siècles, mais qui perdure et qui est sans cesse réactualisée. En même temps, à São Paulo, métropole de 12 millions d'habitants, on a des territoires indigènes Guarani, qui non seulement existent, mais se multiplient. Parce que ça, c'est un point important, parce que dans les années 70, par exemple, ceux qui aimaient et ceux qui voulaient les exterminer pensaient qu'en 2025, au Brésil, il n'y aurait plus de personnes euh, qui se définissent, s'autodéfinissent comme indigènes, comme des peuples indigènes ou autochtones. Mais je pense que c'est intéressant dans le contexte français maintenir indigène parce qu'il y a une tension qui se produit, même si elle n'est pas voulue dans les termes que je parle là. Non? Mais, et donc, par exemple, on a aussi, et ça, je crois que c'est un point très intéressant, c'est un concept qui est Guarani et Kaiowá qui s'appelle Tendota Poacape. Et ça veut dire, c'est comme ce peuple comprend la politique. Et la politique, pour eux, d'abord, il n'y a pas ce mot. Mais une possible tradition, c'est Tendota Poacape. Qu'est-ce que c'est? Tendota Poacape, c'est affaire de Tendota. Et qui est Tendota? C'est celui ou celle qui initie une action, qui est d'une certaine façon chef de file, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais celui qui peut initier toutes sortes d'actions, soit aller chasser, soit aller préparer une fête, soit se déplacer, mais là, disons volontairement. Et je pense que ça, c'est une clé pour comprendre le Brésil contemporain, parce que les meilleurs moments du pays sont quand la direction est donnée par
les peuples indigènes. Donc, je parle par exemple du cas des seringueiros, qui sont les travailleurs du caoutchouc, qui étaient exploités en conditions analogues parfois à l'esclavage et qui ont, comme Ailton Krenak, qui maintenant a été traduit plusieurs livres récents en français, ils ont dit que quand ils ont éliminé le patron, ils ont retrouvé les peuples indigènes de l'autre côté de la marge de la rivière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, malgré toutes ces, et le sous-titre est très intéressant, toutes ces histoires de mort, il y a une histoire de vie qui perdure et qui donne une référence à ce qu'on appelle les Brésiliens en général. Et même si on voit par exemple les... Et donc, quand David Copenhauer, qui aussi non, a été d'abord traduit en français, il a parlé en Yanomami à son ami Bruce Albert, qui a traduit en français. Après, il est passé par le portugais, il avait sauté initialement. Il regarde Chico Mendes, qui était le grand leader des seringueiros, des travailleurs du caoutchouc. Il dit non, je connais, c'est un blanc qui s'est lié d'amitié avec la forêt et a pu percevoir sa beauté. Et c'est intéressant que l'argument soit esthétique aussi, en plus de politique, bien sûr. Et les seringueiros vont devenir, à un certain moment, un acteur majeur de la politique nationale brésilienne, avec en plus des connexions entre ce qu'on dira en France après, fin de mois, fin de vie, parce qu'ils se voyaient comme des syndicalistes révolutionnaires, marxistes presque orthodoxes, mais leur pratique était ultra écolo. Et c'était intéressant. Justement, il était écolo parce que il y avait cette contamination, dans le bon sens bien sûr, des pratiques. Non. Et c'est intéressant aussi de voir, et j'en parle un petit peu, aussi comment ces déplacements forcés ont donné lieu à d'autres choses. Non. Par exemple, un classique, je ne sais pas s'il est lu en France, mais parfois... euh, par exemple, Pierre Clastres, il est beaucoup plus lu, j'ai l'impression, au Brésil qu'en France. Non? Et Deleuze, parfois aussi. Et, euh, et la Boétie. Je crois qu'on ne peut pas imaginer que la Boétie est écrite au milieu du XVIe siècle. Ce qu'il a écrit, s'il n'avait pas eu ce contact indirect, bien sûr, avec des formes d'organisation politique qui n'étaient pas aussi hiérarchiques qu'ici. Non? Donc, je pense qu'il y a là, c'est intéressant, il y a un internationalisme un peu par le bas qui se fait. Et là, on arrive peut-être à la Palestine. Je pense qu'il y a un lien très fort avec la lutte palestinienne et la lutte des Amérindiens. Bien sûr, il y a des spécificités et des situations, et aussi, il y a une lutte de beaucoup plus longue haleine des Amérindiens parce que la colonisation a commencé il y a bien plus longtemps. Mais même David Copenhauer, quand il est allé à New York participer de l'Assemblée de l'ONU, il est allé visiter les Iroquois, qui avaient même, à un certain moment, fait rêver Marx. Et il a vu, il a vu, ah, j'ai compris maintenant ce que l'État brésilien veut faire avec nous. Parce qu'il a vu des petites réserves, un confinement presque total, de ce grand peuple qui encore appelait l'esprit du faucon et faisait la cérémonie du tabac, mais qui était totalement, n'avait plus cette, on va dire, cet espace pour cultiver les liens existentiels qu'il voulait. Et je pense, mais en revenant, je crois qu'il y a le colonialisme, c'est toujours une affaire de destinée manifeste, non, d'une certaine façon. Et quand je, 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 je vois les luttes amérindiennes au Brésil et on sent à distance, mais la lutte palestinienne, je crois que le lien aussi se met par une lutte qui n'est pas seulement une lutte d'une certaine façon. Il y a des couches existentielles qui la poussent à une
radicalité, pas seulement dans le sens politique, mais d'avoir un lien très profond euh, qui lui donne une force particulière. Je pense par exemple, on pourrait faire un parallèle entre les mythes amérindiens qui sont fondamentaux pour, comme base de cette lutte, comme base intellectuelle, politique, esthétique, non? Et c'est intéressant que quand David Copéna nous regarde, il dit, ah, je les reconnais, c'est le peuple de la marchandise. Non? C'est intéressant comme expression. Et avec la littérature et poésie arabe ancestrale aussi, qui tisse ce fil, non? Et donc je pense qu'il y a, et c'est pas par hasard qu'il y ait ce lien aussi euh, qui connecte ces points épars. Par exemple, si on demande à Greta Thunberg d'où vient son inspiration première, d'après ce que j'ai compris, elle vient justement des peuples amérindiens. Et ce virage qu'elle a fait récemment, après non, la nouvelle phase du génocide, de nettoyage ethnique, elle, elle met au devant comme l'urgence première la lutte palestinienne. Justement, et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'elle a capté, ce lien qui se met, qui est en route, non? Et je pense que ça va. Après, on en reparlera. Merci beaucoup. Euh, Alex, Alex, est-ce que tu veux dire quelque chose à propos de ton texte? Oui, oui, là, on se déplace dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi des relations avec les déplacements de population, hein, puisque ça se trouve au Rwanda. C'est une histoire personnelle, mais très révélatrice. Ça se trouve au Rwanda où l'histoire redémarre brutalement en 1990, aussi à partir d'une question d'exclusion d'une partie de la population, puisque au moment de l'indépendance du Rwanda, il y a eu des centaines de milliers d'exclus de Tutsis qui se retrouvaient à l'extérieur et d'autres qui sont restés à l'intérieur. Parmi ces réfugiés, il y en a qui vont s'engager en Ouganda, puisque dans les camps de réfugiés, ils ont été recrutés dans la guérilla de Museveni, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs, hein, depuis qu'il l'a pris en 86, en bonne partie grâce à ces réfugiés qui se sont aguerris dans cette circonstance et qui ensuite rongé leurs freins pour pouvoir revenir dans leur pays et le reconquérir, puisque entre-temps, ils avaient acquis une âme de guerrier aussi, la guérilla Tutsi. Ce qui fait la différence avec les Tutsis de l'intérieur qui, eux, restaient plus vulnérables et avec un profil de civils discriminés. Et donc, voilà, quand la guérilla attaque en 90, la polarisation reprend très fort, le racisme anti-Tutsi se développe et on connaît la suite quand se déchaînent les extrémistes Hutus qui perpètrent un génocide pendant 3 mois, qui va s'arrêter dans le mois de juillet en gros. Alors, dans ce contexte, il y a un jeune séminariste. Moi, j'ai fait une étude de 17 cas, en fait, de gens qui se sont opposés à la violence politique avant, pendant et après le génocide. Donc, avant, c'est plutôt des gens des milieux droits humains, en gros. Pendant, c'est des profils très différents, mais des gens qui ont caché des victimes ou qui ont cherché à négocier. Et après, c'est plutôt des dissidents du régime actuel, donc de la guérilla Tutsi, alors que auparavant, on parle de ceux qui ont résisté aux extrémistes Hutus, en gros. Et donc, Félicien Baïzy, lui, c'est un jeune Hutu. Il est né, d'ailleurs, curieusement, un 6 avril 72. Et c'est en 6 avril 94 que l'ancien président Hutu est assassiné, que son avion est abattu. Et donc, lui, il grandit, en fait, dans le sud du pays, du sud du Rwanda, près de Cyangugu, qui est un peu la Marseille rwandaise, une ville assez commerciale, proche du Congo et assez rebelle à travers l'histoire. Et au moment où le président Hutu est assassiné le 6 avril, le lendemain, il a des amis qui disent c'est les Tutsis qui ont tué le président et il faut en finir. Et lui, il comprend pas parce qu'il avait une institutrice Tutsi qui était
très gentil, populaire, qui a toujours aidé les jeunes dans les environs. Et en plus, le fait que dans sa famille, il y a sans doute quelque chose qui a joué dans son destin à lui, c'est que son père a été maltraité à une période qui a beaucoup marqué l'enfant. En tout cas, il y a plusieurs éléments. C'est toujours difficile de savoir ce qui fait que lui ne suit pas ses amis, quoi, et notamment un qui est très, très radicalisé quand ils veulent attaquer les Tutsis. Alors du coup, il se réfugie à la paroisse et avec le curé, il commence à organiser une sorte de protection de ceux qui se réfugient dans la paroisse. Ils utilisent des stratagèmes, ils font croire qu'ils sont nombreux, etc. Parce qu'il y avait une grande palissade, donc on ne voyait pas exactement combien il y avait de gens à l'intérieur et qui y avait. Et puis, il tient comme ça, ils arrivent comme ça à protéger pendant une quinzaine de jours des gens qui se réfugiaient, mais il est sur une liste, il apprend qu'il est sur une liste, qu'il est recherché, donc il fuit vers la ville. Parce que là, ça se passe dans sa commune, c'était encore à une journée de Cyangugu à peu près. Et donc il fuit vers Cyangugu. Et là, donc il est dans la fuite. J'ai appelé mon article Fuir, sauver, s'exiler. Il est dans la fuite, il pense aller au Congo. Donc l'acte de résistance, finalement, il n'est pas forcément inscrit dès le départ. Mais quand il arrive à Cyangugu, il y a un autre religieux qui lui dit Félicien, j'ai appris ce que tu as fait à Tchéké, la commune où tu étais, et viens avec nous, on va essayer de protéger des gens. Et donc, il n'hésite pas finalement. Alors qu'il était parti pour fuir le Congo, dès qu'il trouve quelqu'un avec qui résister, il saute sur l'occasion en quelque sorte. Alors du coup, ben, ils agissent depuis le camp de réfugiés de Cyangugu. Et puis, sous prétexte de soigner des gens, ils les amènent dans un dispensaire aménagé dans la cathédrale ou l'église, je ne sais plus, de Cyangugu. Et là, la nuit, avec un petit réseau, ils sont une dizaine de gens avec des profils assez différents. Et donc, la nuit, ils acheminent sur le lac Kivu des gens chaque nuit comme ça. Et ils ont réussi à peu près 300 personnes. Félicien, il s'engage dans cette ONG African Rights et là, il fait partie des premiers enquêteurs. Et il a accès aux prisons, il a accès à tout, il a accès à beaucoup d'informations. Mais à un moment donné, il s'occupe d'un orphelinat aussi. Et cet orphelinat est attaqué. Et là aussi, il essaie de défendre les enfants. Et il y a des blessés, lui-même est blessé, etc. Et donc finalement, son histoire circule. Il devient assez populaire, le jeune Hutu qui a sauvé des Tutsis, qui continue, etc. Et il y a un général qui l'a remarqué et qui contribue à ce qu'il soit reconnu comme juste officiellement en 2007 dans le grand stade de Kigali. Et jusque-là, finalement, il a un cheminement très respecté, quoi, qui est salué. Mais il continue d'apprendre des choses. Et il apprend des choses aussi du mauvais côté, c'est-à-dire du bon côté, c'est-à-dire du côté de la guérilla Tutsi, par des prisonniers notamment. Il apprend qu'il y a des massacres aussi qui sont faits du côté de la guérilla Tutsi, et surtout qu'il y a des prisonniers qui sont manipulés pour faire des faux témoignages dans les tribunaux internationaux et en justice nationale, etc. Alors, du coup, il continue d'enquêter sur le génocide des Tutsis perpétré par les extrémistes Hutus, mais il donne des informations sur les crimes faits par la guérilla et le gouvernement Tutsi de Kagame à Human Rights Watch et Amnesty International. Mais ça finit par être repéré par la DMI, la police politique. Son ordinateur est fouillé et là, il est en danger et il doit fuir. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, puisque il a dû fuir en Belgique. Et moi, j'avais commencé à enquêter sur le Rwanda depuis que ça m'avait perturbé. Ça m'avait d'abord perturbé par la violence du génocide, perturbé par ce qu'on disait sur le rôle de la France dans cette histoire, mais finalement perturbé par le fait que c'était plus compliqué que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette partie taboue qui était la partie de crime de la guérilla Tutsi. Et moi, à l'époque, j'étais proche de l'association Survie qui mettait surtout l'accent sur la responsabilité de la France. Enquêtant, je m'aperçois que finalement, dans mon propre milieu,
à vous, qui sont difficiles à dire, sous peine de se faire traiter de révisionniste ou autre. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait une étude, parce qu'au niveau journalistique, c'était trop léger et j'avais besoin d'une méthodologie et d'approfondir et de recouper. Et sur des cas comme ça qui sont peu connus, comme celui de ce Félicien Baézy, dont je me suis dit que plutôt que de m'enferrer dans une polémique, puisque c'est encore assez sacralisé l'histoire rwandaise à l'heure actuelle, puisque la France est compromise dans, euh, disons, une attitude qui est encore difficile à préciser. Moi, je ne parle pas de complicité, mais je parle en tout cas d'ambiguïté, en tout cas d'abandon, en tout cas ouais, d'une responsabilité. Alors, le terme responsabilité accablante qui est officiellement employé maintenant par le rapport du clerc, il ne me paraît pas très sciences humaines. C'est un terme un peu flou, responsabilité accablante. C'est un peu un jugement de valeur qui mériterait d'être mieux précisé, je pense. Mais en tout cas, tout ça fait qu'il y a un espèce de complexe en France et qu'on, en partie pour des bonnes raisons, et on a du mal à dire toute la vérité. Ça commence à se démystifier un peu par rapport aux exactions que le Rwanda fait à nouveau dans l'est du Congo. Et donc, aujourd'hui, ces massacres apparaissent et peut-être qu'on est un peu plus proche d'une vérité plus large, plus globale par rapport à ces exactions qui, heureusement, ont été dénoncées par un prix Nobel, par le docteur Mukwege. Ça a donné plus de visibilité à ces massacres au Congo qui sont quand même restés relativement tabous et qui attendent toujours de trouver un nom. Parce qu'il y a un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, qui conclut à crime de masse, voire acte de génocide, mais ceci devant être tranché par un tribunal ad hoc qu'on attend toujours depuis ce rapport qui date de 2010. Donc voilà, comme ça, comme celui de Félicien Baïzy, ça permet à travers des destins de personnages, de voir une partie de la réalité et de voir davantage sa complexité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, on a fait vraiment des bonds d'une situation à une autre, hein. Mais donc, je pense que enfin, si vous lisez le numéro, vous verrez peut-être mieux le lien. Mais je pense qu'il est temps peut-être d'ouvrir un débat ou s'il y a des questions, s'il y a des remarques. On a parlé des déplacements de population, mais il y avait aussi des déplacements de personnes, hein. Ça a été évoqué, mais on a déplacé des individus. Je pense, je me rappelle quand j'étais à l'école, on disait qu'après la guerre d'Algérie, après en 1830, on a exilé Abdelkader au Liban. En Palestine, après la révolte de 36, les leaders palestiniens ont été déplacés aux Seychelles. Donc, vous avez parlé vous-même de déplacement des chefs de tribus kurdes, etc. Donc, il y a non seulement des déplacements de population en colonie, mais des déplacements de personnes nommément désignées. Alors, est-ce que c'est pas, mais c'est quand même des déplacements forcés. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un prélude, si on commence à déplacer quelques personnes, c'est un prélude à un déplacement général? Et c'est une première question. Et la deuxième, est-ce qu'on a étudié ça? Parce que je pense aux leaders palestiniens qui se retrouvaient aux Seychelles, ça a quand même dû être quelque chose, une expérience assez dure à vivre. Alors, il me semble que l'expulsion des individus et le groupe est liée dans le contexte de déplacement forcé de la population. C'est-à-dire quand on expulse des individus, sont souvent des dirigeants politiques ou des figures politiques avec l'intention d'expulser également ce qu'ils représentent, ces personnes-là. Et de même, ceci vaut également pour les prisonniers politiques. Donc, dans mon article, je reprends par exemple parmi les récits que j'ai étudiés et j'analyse dans le texte, c'est le récit de Marwan Barghouti. Il explique, enfin, c'est-à-dire, lui, il a été détenu parce il faisait partie du mouvement national palestinien, mais parce qu'il était l'un des dirigeants de la deuxième intifada. Donc, c'était un dirigeant politique très important pour les Palestiniens. Et il y a une volonté de l'humilier. Donc, il y a cela, vous faites référence au cousin Husseini, donc le cousin de Abdelkader al-Husseini qui a été expulsé aux Seychelles. On sait que Abdelkader al-Husseini, qu'on accuse tout le temps de complicité avec Hitler parce qu'il a rendu visite à Hitler.
il a été désigné par le Sir Samuel, Herbert Samuel, qui était le représentant de l'autorité britannique en Palestine, pour remplacer justement son cousin, qui était une figure nationaliste importante, qui a été expulsé vers le Seychelles. On voit, on voulait exclure certaines personnes et certaines figures de leur milieu social et dans leur milieu d'influence où ils sont capables de mobiliser la population et de conduire un mouvement politique. Il y a cette volonté de détruire à la fois les capacités et les capacités d'agir d'une population à travers l'élimination des figures qui dirigent ce mouvement. Donc je pense que la perte, c'est à la fois individuelle et collective, même quand on parle des individus, quand ils sont des dirigeants politiques ou représentent des figures importantes pour la population. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Marwan Barghouti a été arrêté et mis en prison, tandis que les dirigeants palestiniens, ils étaient assez nombreux à être expulsés, mis aux Seychelles. Ce n'est pas exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès, des choses comme ça, hein. C'est un peu différent. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des points communs. Le point commun, c'est d'exclure un leader politique de son milieu de mouvement. Après, bon, c'est-à-dire peut-être l'expulsion n'était pas définitive parce que ces figures, certaines, ont été demandées plus tard, donc à un moment, à une conjoncture politique différente, pour diriger le mouvement politique. Donc l'expulsion, il a, disons, son utilité conjoncturelle de moment, mais ça ne veut pas dire, c'est une manière d'exclure définitivement cette figure politique parce qu'on a besoin de relais pour faire le lien avec la population. Peut-être l'expulsion, et c'est ce qui était le cas d'ailleurs avec certaines personnes qui sont dans la détention. Euh, euh, donc, est-ce que Marwan Barghouti sera enfermé éternellement? Je ne l'espère pas. Et donc, est-ce qu'il y aura les autorités israéliennes ne change pas, je ne sais pas, là la situation est très complexe. Donc on est face à des crimes de masse, à un génocide, donc on ne peut pas l'espérer, on ne voit pas la fin. Mais dans un autre contexte, les leaders politiques palestiniens, parfois, il arrivait à sortir de détention avec une sorte d'échange de prisonniers et d'autres, ce qui était le cas d'ailleurs avec le Hamas. Mais bon, ça c'est encore un autre contexte. Je ne sais pas si ça répond. J'aurais une question pour Khalil et une autre pour Jean, et peut-être une pour Sonia aussi. Euh, Peut-être d'abord, Khalil, vous avez dit que vous avez observé des phases d'intensification de l'oppression dans les prisons, mais aussi à l'extérieur des prisons. Et je voulais savoir à quoi c'est dû. Et en vous écoutant, on avait l'impression que ça se passait d'abord dans les prisons, puis ça s'est exporté vers l'extérieur. Est-ce vraiment le cas ou est-ce que ce n'est pas justement l'extérieur qui s'infiltre quelque part dans le milieu carcéral? Et une question aussi pour Jean. Vous avez dit qu'il y avait des liens entre les luttes amérindiennes et les luttes palestiniennes. Et en vous écoutant et en connaissant un peu les travaux d'Andreas Malm, j'ai pas pu m'empêcher de penser à lui et de vous demander tout simplement la question, où est-ce que vous voyez ce lien? Est-ce que ce lien est, est l'objet en fait pour lequel ces différentes communautés se mobilisent? À savoir, pour le coup, le capital est mal, mais plus explicite. Il nous dit que c'est le capital fossile qui fait que ces peuples sont opprimés. Et il prend d'ailleurs très explicitement l'exemple aussi de la Palestine dans l'un de ses derniers livres pour montrer comment on arrive du capital fossile à une situation enfin, de dépossession. Donc, je voulais vous écouter sur ça. Et une question à Sonia. Bon, j'ai pas encore regardé le sommaire du numéro, mais je voulais savoir si vous aviez aussi dans votre tumulte des articles sur la Syrie, où il y a beaucoup de déplacements forcés aussi. Et est-ce qu'on pourrait peut-être en parler aussi? Alors,
la raison de l'intensification de ces moments d'intensification de violence, on le trouve à travers donc des phrases que je vais citer à la fois de Marwan Barghouti et de Walid Dakka. Marwan Barghouti nous dit que ces phases d'intensification sont liées à la volonté des Israéliens de faire croire aux Palestiniens qu'ils n'ont aucune valeur et que Israël est comme un mur. Celui qui lui résiste se blesse la tête et saigne jusqu'à la mort. Une autre vision, c'est celle de Walid Dakka. Il parle de la provocation donc par les Israéliens, par les autorités israéliennes, une volonté chez ces autorités de provoquer chez les prisonniers, les prisonniers politiques palestiniens un état de terreur en leur faisant croire que Israël, avec ses responsables militaires et politiques, a perdu sa raison et que plus rien ne limite les violences commises, ni le droit de la guerre, ni plus aucun tabou. L'idée, c'est d'exhiber cette toute-puissance de l'État d'Israël à à des moments de révolte, que ce soit des révoltes populaires ou d'autres types de révoltes, et avec cette idée de montrer à l'ensemble, donc il y a un part de spectacle, avec cette idée de montrer à l'ensemble de la population et aux autres personnes qui peuvent penser de résister à l'État d'Israël, que leur résistance serait vaine et qui serait inutile. Et donc ça, on le trouve également de comment les autorités israéliennes détiennent les corps des prisonniers politiques palestiniens. Par exemple, Walid Dakka, qui est mort en avril 2024, elle est détenue dans ce qu'on appelle les cimetières de mort, où il y a pratiquement tous les corps des prisonniers palestiniens qui sont détenus pendant des années, voire des décennies après leur mort en prison. Et les autorités israéliennes ne redonnent pas euh, le reste de leur corps à la famille pour les enterrer dignement. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a derrière ça ce qu'ils ont dit, Walid Dakka et Marwan Barghouti, cette volonté de provoquer un état de terreur, un état de fatalisme, qu'il n'y a plus rien qui compte et que l'État d'Israël est comme un mur. Alors, il y a une autre partie de votre question, c'est-à-dire où ça a commencé. Est-ce que ça a commencé à l'intérieur, l'intensification de violence, est-ce que ça a commencé à l'intérieur de prison, à l'extérieur de prison? Il est difficile de le dire parce que, enfin, c'est-à-dire à la fois les révoltes et le dispositif contre-insurrectionnel, on peut dire, se joue à la fois à l'intérieur de la prison et à l'extérieur de prison. Et il y a des fois que ça a commencé à l'intérieur de prison à travers des grèves de la faim, puisque en fait toutes les figures du mouvement national palestinien se trouvent souvent ou des figures importantes dans la détention. Et parfois, il était les initiateurs de révoltes populaires, même s'ils sont à l'intérieur de prison. Et ce qui se passe à l'extérieur, donc ça donne lieu à des détentions, à des arrestations. Et cette population qui est arrêtée à l'extérieur sont mis en prison. Donc ça provoque également un état d'intensification de violence, mais aussi de résistance à l'intérieur d'un mur de prison. Donc c'est difficile de dire où ça commence et comment ça s'influence. Je pense qu'il y a une sorte d'interdépendance entre les deux, pardon. Il y a une sorte de continuité parce que les récits, le discours national palestinien de résistance et la violence subie, enfin, tout est lié. Bah, la Palestine, c'est un tout petit pays et à la fois la résistance et la violence se propagent à l'échelle d'un pays et non pas à l'échelle. On ne peut pas séparer, je pense, l'intérieur de l'extérieur. Ouais. Par rapport à ce que monsieur avant avait demandé ou avait partagé, au Brésil, je dirais qu'il y a des exécutions ciblées. Non, c'est pas des déplacements de personnes, non? Et donc, si vous, oui, si vous prenez les chiffres, le Brésil, la Colombie, le Mexique et je crois les Philippines sont où le plus de, on va dire, de leaders écolos, paysans ou des peuples de la terre sont tués. Donc, même Chico Mendes, que j'ai cité là tout à l'heure, et aussi José Maria, qui est dans l'article. Oui, Marielle. Et justement, ça, c'est une des dimensions macabres, non, d'un mécanisme politique pour pour maintenir le,
le génocide d'une certaine façon, non? Le Brésil se base dans ça. Et en 1988 seulement, avec la nouvelle constitution à la fin de la dictature, que le Brésil a reconnu pour la première fois qu'il y avait des peuples avant le Brésil. Et, et au sujet de la question, je pense oui, et c'est intéressant parce que le livre de Malm a déjà été traduit et publié en portugais. Et c'est un peu, c'est un détail aussi d'une résistance qui prend forme et d'une certaine façon, Ilan Pape nous a visité il y a 2 mois et il disait non, un peu qu'une certaine façon, ce que fait Israël maintenant, c'est se mettre plus proche de sa propre fin. Et donc, si on prend cette résistance, tout ce qui se passe, je crois que c'est un point intéressant. Et même le centre qui a été créé à mon université, le centre d'études palestiniennes, qui n'existait pas, il a été créé il y a à peu près 1 an et demi et qui fait beaucoup d'activités et où on voit, c'est un peu un point, parce que moi, j'essaie de penser, c'est une option, c'est pas que j'ai raison ou j'ai tort. Mais je pense, comme j'ai dit, avec le mouvement, c'est différent. Et donc, je pense que le livre de Malm est très intéressant. Mais euh, on a une expression au Brésil que tu es piqué par un serpent quand tu te lis aux luttes indigènes. Et après, tu peux plus en échapper. Donc, c'est quelque chose qui te prend et elle te lâche plus. D'une certaine façon, la lutte palestinienne est comme ça aussi. Si, elle a prise par le talon Sonia dans les années 80, si j'ai bien lu le livre, et plus jamais on s'en sort de ça, quoi. Ou peut-être quand la situation sera meilleure. Et, et ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'il y a cette intensité. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'elles sont aussi inspirantes, dans la tragédie et dans l'horreur, bien sûr, mais si ce qui surprend, c'est qu'après 523 ans de Brésil, 25, il y ait 2 millions de personnes qui se disent amérindiennes. C'est ça. Et qui, non seulement, parce que si on peut dire qu'un tiers du patrimoine génétique des Brésiliens et Brésiliennes sont amérindiens, il y a plusieurs, mais aussi un peu inspire ces actions. Non? Donc je pense. Et ça se manifeste par exemple si on va à l'extrême sud de São Paulo, à 50 km du centre, mais toujours dans la ville, et on va visiter les Guarani à Calipetã, qui est une reprise de terre d'il y a 12 ans. Quel est le grand orgueil? C'est de montrer le maïs guarani. Le maïs guarani n'a rien à voir avec le maïs qu'on peut trouver là à côté, juste à l'angle, au supermarché. Il est d'abord, il est de plusieurs couleurs, mais en particulier, il est violet. Et ça, c'est pas un truc anodin, parce que c'est justement une agriculture de la multiplicité, parce que c'est faire de l'agriculture cultivée, c'est cultiver une multiplicité d'espèces. Et donc, tu as pas une patate douce, tu n'as pas une patate douce, une sorte, tu as facilement des dizaines. Et ça, c'est un principe politique d'une certaine façon. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans un livre d'un ami de Sonia qui est parti l'année dernière, Elias Rohri, où les habitants là, de Lodz, ils sont désespérés parce que les oliviers sont pleins d'olives et personne va les cueillir. Et au moment, on dit non, on veut même les cueillir pour vous si vous voulez, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Et je pense que là, à nouveau, il y a cette chose. Bien sûr, ce que Malma montre, c'est très intéressant. Et même d'un point de vue, on va dire, du Brésil, le capital fossile, non, il le situe là pendant le 19e. Mais pour nous, un truc très visible, c'est que toute l'énergie qui a été prise avant des personnes esclavagisées. Non? Donc, toute cette énergie qui a été, tout ce travail et tout ça, donc
c'est peut-être à la base, c'est même avant, mais c'est vraiment, c'est très, elle est très importante son intervention de situer donc la guerre, ce changement de cap, non? Mais je pense que, que c'est ça, mais en reprenant que c'est un lien à la terre. Par exemple, quand j'ai lu aussi Je serai parmi les amandiers, je crois que c'est un parent de Marwan, c'est Hussein al-Barghouti. Ouais, c'est une grande. Et quand il va partir, il a un cancer, et il va là, dans la vallée de sa famille, tout ça. Toutes les histoires qu'il écoute, on dirait un Amérindien qui parle. Parce que c'est pas une terre euh, qui est seulement une terre. C'est une coordonnée, une confluence d'entités cosmologiques qui est vivante. Et donc, et ça, je crois aussi, c'est la base de cette force. C'est très beau ce que tu as dit là. Et voilà. Donc, et tu as cité Jean Elias Khoury. Donc, ça me permet de répondre à, à la, à la question d'Isabelle. Effectivement, j'avais nécessairement pensé à la Syrie et Elias m'avait promis un article parce qu'il avait fait un très très beau texte parlait de Nakba en disant il y a une Nakba syrienne comme une Nakba palestinienne au moment de ce qui s'est passé, enfin de l'échec de la révolution. Et ben voilà. Puis il est mort le jour où il m'a envoyé l'article, c'est-à-dire il y a un an, il y aura un an hier. Donc voilà. Euh, Mais enfin, il y a quelque chose qui circule ici, justement, cette histoire de mort, c'est-à-dire que l'histoire des, de ne pas, Rochdale disait, hein, de ne pas d'avoir dû abandonner les tombes, de ne pas rendre les cadavres. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, ça serait peut-être pour un autre numéro de tumulte, mais ce qui se passe, ce qui se joue vraiment autour de la mort, autour du corps, ce qu'on fait du corps. Il y a eu tout le débat, enfin toute cette histoire récemment autour de la tête de ce roi malgache qu'on rend. Cédric Chiari sort, mon ami Cédric Chiari sort d'ici très bientôt une bande dessinée autour du corps de Toussaint Louverture, c'est-à-dire du non-corps de ce corps. Et c'est vrai que la violence coloniale, elle se marque aussi par quelque chose, cette violence faite aux morts, c'est-à-dire à Gaza. Enfin, il n'y a plus de tombes. Je me dis, enfin, si Trump construit sa Riviera, ce sera sur des masses d'ossements. Et enfin, bon, donc se déplacer, c'est pas. Je crois qu'il y a toujours eu du bannissement, de l'exil. Il y a eu au moment il y a tous ceux qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, Hiver, tout ça. Mais mais c'est pas ce type de violence-là qui est une violence physique, mais qui se fait aussi une violence symbolique, une destruction absolument si je peux employer un gros mot, de l'âme. Et il y a cette résistance dont parle Jean, qui n'est pas une résistance frontale, qui est une reprise de quelque chose, qui est finalement faire quelque chose avec ce mouvement et en faire une liberté. C'est quand même ce qui est en train de se passer pour la Palestine, c'est-à-dire qu'on en fait aussi une proclamation de liberté. Enfin, c'est comme ça que je le vis moi à travers cette terrible tragédie. Oui, il y a une petite question qui porte surtout sur les cas kurdes et amérindiens. Et c'est en fait, qu'est-ce que ces déplacements forcés, amérindiens ou indigènes, comme vous dites, c'est en gros, qu'est-ce que ces déplacements forcés ils font au groupe en soi? Est-ce que ça redistribue les rôles dans le groupe? Est-ce que ça détruit les solidarités qui font les liens collectifs du groupe? Ou au contraire, est-ce que on maintient certaines formes qui préexistaient avant le déplacement ou pas? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer? Et peut-être aussi dans le cas palestinien, mais dans les prisons, c'est un peu différent, j'imagine. En fait, déjà à la base, dès les débuts avant les déplacements forcés, et quand l'État, en fait, les militaires plutôt, forçaient les villageois de choisir leur camp et de prendre les armes, en fait, et devenir milice, bah, à ce moment-là, déjà, il y avait une division, en fait, chez les villageois. Donc, il y avait certains, en fait, qui ont accepté
pour rester dans leur village, acceptaient de rester et il y en a et collaborer et prendre les armes. En fait, je pense qu'il y a des recherches là-dessus. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Il y a d'autres dynamiques, d'autres enjeux pour les villageois qui ont pris des armes. Mais après, dès les débuts, en fait, il y avait un choix à faire pour les villageois. Après, arrivant en fait en ville, bien sûr que les toutes jeunes générations, si je peux dire, par exemple, les filles que je côtoyais pendant mon séjour dans les ateliers de tapis ou dans les fabriques à Istanbul aussi, hein, dans d'autres grandes villes en Turquie, et vous voyez que les gens prennent beaucoup plus de responsabilités et c'est eux, en fait, qui vont subvenir le besoin de maison. C'est eux qui vont faire les traductions à l'hôpital pour leurs parents. Donc, il y a en fait certains rôles divisés déjà, en fait, dans la famille. Et bien sûr, en fait, les dynamiques sociétales dans les villages, c'est totalement détruit, hein. Donc, même si on essaie de garder dans les quartiers cette dynamique, ben, après deuxième génération, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je me souviens en fait d'un quartier où je voyais des femmes qui restaient dans les quartiers, elles partaient pas en fait, hein, vers les villes. Euh, Elles avaient peur tout simplement, mais elles arrivaient en fait à envoyer leurs filles en fait, voilà, faire des courses, travailler. Il y a en fait les dynamiques sociétales qui changent énormément au niveau familial, sociétal, voilà, si je peux si je répondre. Juste en fait, par rapport les déplacements forcés, en fait, l'expulsion, les exilés, par rapport aux exilés, dans le cas des Kurdes à Lévis, par exemple, au début de la République turque, et les Kurdes alévites ont été expulsés justement avec leur chef de tribu ou avec leurs religieux dans certaines régions loin de leur région. C'est-à-dire, on envoyait en fait une partie de population qui était important, peut-être assez politisée aussi et révolutionnaire, on peut dire, au début de République. Ils étaient envoyés au centre Anatolie, par exemple. Donc, il y a certains cas comme ça, mais si je me permets, en fait, de nos jours, ça existe maintenant, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple. 2016, un leader politique kurde, pro-kurde, a été emprisonné. Bah, il était envoyé jusqu'à la frontière de Bulgarie. Pourtant, sa famille habite en fait dans la région kurde. Donc, il y a encore les politiques de l'État qui continuent comme ça, en fait. Voilà, je peux dire. Euh, Un autre parallèle qu'on peut penser au sujet antérieur, j'arrive, c'est dans les années 70, quand le Brésil, le développement bat son plein, non? Le Brésil, comme croissance économique, c'était un des pays au siècle dernier qui a son PIB a le plus grandi. Le gouvernement militaire dans les années 70, donc pour intégrer le territoire, disait qu'il déplaçait des colons du sud du Brésil, donc plutôt d'origine européenne, italienne, allemande, vers l'Amazonie et vers l'ouest, parce que c'était donner à un peuple sans terre, une terre sans peuple. C'était le slogan officiel. Donc, je n'ai pas besoin de développer. Non. Et donc, c'est là que ces liens se placent. Non. Et ce qui est intéressant de voir, d'après ce que j'ai compris, les déplacements, ils se faisaient beaucoup avant la colonisation. Ça, c'est un truc très intéressant, non? Donc, tu avais tout plein de chemins, tout ça. Et encore aujourd'hui, par exemple, les Guaranis qui sont dans plusieurs endroits au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, en Argentine, et ils appellent Yoruba. Donc, c'est une autre façon de comprendre ce qu'est l'Amérique du Sud. Ils se déplacent tout le temps entre liens de parenté, tout ça, et qui font, et en même temps, c'est quelque chose de très, pour moi, marquant, parce que même à São Paulo, après 500 ans, ou un peu moins,
Tu vas dans un territoire guarani, il y en a plein qui ne parlent même pas portugais. Non. Et donc, il y a et parfois, le déplacement se donne aussi de submerger, si on peut dire ça, non? Parfois, tu penses qu'il n'y a plus d'Amérindiens, et quand la conjoncture politique change, ils réapparaissent. Parfois, c'était des paysans, pour un certain temps. Non. Donc, il y a un peu euh, en fait, cette lutte permanente, quoi, cet antagonisme permanent entre un État qui essaye, non, de prendre le contrôle de ce qu'il pense être son territoire et avec ses vies. Par exemple, avec les terres rares, non? On dit que c'est comme ça en français. La Chine a à peu près 40% des terres rares, le Brésil a 30 et quelques. Et après, c'est l'Inde à 8%, quelque chose comme ça. Ces terres rares, elles sont en grande partie dans des territoires indigènes que l'État même reconnaît comme territoire indigène, parce que bien sûr que tout le Brésil serait une conception de justice, territoire indigène. Donc c'est intéressant de voir que tout ça, c'est encore en train d'être mené, la bataille se mène en ce moment même, quoi. Donc, euh, à nouveau, là, le rapport de la terre, donc c'est plus une question de dépossession de la terre, non, que de, et, et- et je pense, c'est pas peut-être vraiment, mais je pense un peu par ce chemin. Chose. En lien avec qu'est-ce que ça fait, cette violence au groupe, donc une violence extrême. Bon, dans le cas de la Palestine, ça peut être un facteur de solidarité et d'entraide entre les membres du groupe, ce qui était le cas en fait pendant la première intifada et à d'autres moments dans le passé. Quand on essentialise un groupe et on le réduit, on le renvoie constamment à la figure de l'indésirable, il y a des mécanismes d'entraide et de solidarité qui se mettent en place pour résister justement à cette politique d'anéantissement ou face à cette essentialisation. Mais en fait, la situation est plus compliquée dans le contexte de la Palestine parce que cette violence et cette essentialisation ne se réduit pas juste à reproduire de la violence, mais il s'accompagne de techniques et de dispositifs militaires et même scientifiques pour détruire ces liens, pour détruire psychologiquement et socialement le groupe. Donc aussi, on voit ce qui se passe actuellement à Gaza, donc il y a quasiment la destruction de quasi totale de l'infrastructure, mais aussi des liens sociaux. Et enfin, c'est-à-dire face à ce crime et ses conséquences à la fois psychologiques, sociales et politiques, le discours de l'État d'Israël, c'est la responsabilité de Hamas. Il y a toujours, on cherche toujours à déplacer cette responsabilité sur une fraction de la population victime. Bien évidemment, on peut trouver un lien de faire ça parce que bon, il y a toujours un acte déclencheur, il y aurait toujours un motif quelconque pour déplacer cette responsabilité. Et sur le groupe, certainement, ça détériore les liens sociaux et ça affaiblit la solidarité, bien évidemment. Merci à tout le monde et puis on va souhaiter beaucoup de courage dans les temps très difficiles que nous vivons.